on commence par une table ronde avec 4 invités. Cette table ronde, elle s'intitule « Comment anticiper le changement global et s'adapter ». Et donc, nous avons parmi nous Nicolas Hilbert de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, Mélanie Nerostat du SMEGREG, qui est donc, je pense que vous l'expliquerez ce qu'est le SMEGREG, Sandrine Vaucel de l'UMR Passage et Hervé Deauville qui est de Météo France, climatologue. Donc, nous avons organisé cette table ronde en 2 temps. On va pas commencer directement sur comment on va évoluer dans un climat qui change. On s'est dit on va d'abord faire un petit retour rétrospectif, c'est-à-dire finalement on a déjà vécu des changements ces dernières années qui sont quand même impactants. Et voilà, la première question que nous avons choisi de poser à nos invités, c'est comment finalement vous avez pu anticiper les changements qui ont eu lieu et quelles ont été les principales surprises ou les principales difficultés. Donc, je vais commencer à donner la parole à Mélanie. Mélanie, je vais vous donner un micro. Pouvez-vous nous dire finalement comment vous avez pu vivre et anticiper ces évolutions qui ont eu depuis les 20 ou 30 dernières années? Merci. Donc bonjour à tous. Alors pour vous présenter le SMEGREG, nous on est un syndicat mixte dédié à l'étude et la gestion des nappes profondes ici en Gironde. C'est vraiment notre cœur de domaine et on va aussi animer le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui correspond aux nappes profondes de Gironde. Donc vraiment nous notre rôle ça va être de mieux comprendre ces ressources, ces nappes captives à grande inertie qui nous servent pour l'eau potable. Plus de 97% du territoire est alimenté en eau potable à partir des eaux souterraines ici en Gironde. À la fin des années 90, on se rend compte que ces nappes profondes sont en état de surexploitation pour certaines. C'est le cas notamment de la nappe de l'Éocène à l'aplomb de Bordeaux. Et donc le choix est fait de mettre en place ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ce SAGE, qui est en fait un document qui vient planifier la gestion des ressources en eau de manière solidaire et durable sur un territoire. Donc il y a déjà plus de 20 ans de ça, les élus ici choisissent de mettre en place ce schéma et la stratégie qui est choisie, c'est une stratégie d'efficience et d'économie d'eau. Donc on est déjà en avance. Si on se pose la question de quelle a été l'anticipation, eh bien il y a déjà 20 ans, quand on se dit ici on est en situation de surexploitation, plutôt que d'aller chercher de nouvelles ressources et d'augmenter l'offre, on fait le choix, en tout cas les élus font le choix de réduire la demande et de se dire que le meilleur vivier de ressources, en fait, ce sont les économies d'eau qu'on peut faire. Et on va porter pendant 20 ans, à travers le SAGE, cette stratégie d'économie d'eau qui a permis, si on fait le bilan, de venir conscientiser, réduire, économiser, améliorer l'efficience des usages et accueillir près de 280 000 nouveaux habitants ici en Gironde sans prélever plus sur la ressource, sans avoir de pression en plus. Donc il y a 20 ans de ça, déjà, on était plutôt prêts, on l'avait plutôt bien anticipé, en tout cas sur ce qui est de cette ressource qui sert pour l'alimentation en eau potable. Merci beaucoup, Mélanie. Maintenant, on va passer peut-être à l'avis de Nicolas Hilbert de l'Agence de l'eau. Oui, donc nous, l'Agence de l'eau, on met en place des politiques publiques sur l'eau au niveau national, enfin au niveau par bassin, par grand bassin hydrographique. La question effectivement de la ressource en eau et de son déficit est pas nouveau sur le grand bassin Adour-Garonne. On sait que le sud-ouest est déjà très fortement impacté par le changement climatique, l'est depuis longtemps et le sera encore plus. Ça sera le principal bassin qui subira le dérèglement climatique. Et donc les politiques publiques qui ont été mises en place visent depuis de nombreuses années à accompagner les collectivités et l'économie sur la meilleure manière de gérer ce manque d'eau. Alors certes, ça s'est accéléré ces dernières années. En 2016, on a mis en place un programme d'adaptation au changement climatique. Et c'est vrai que 2022 a été un peu un révélateur. C'est vrai que le discours qu'on mène depuis longtemps, de dire regardez, tous les scientifiques nous disent un petit peu comment ça va se passer en 2100, en 2050. Je dirais pas que ça portait pas, mais ça restait peu concret pour les opérateurs et les acteurs sur le territoire. Et 2022, ça a été un peu un choc. Alors,
pas un choc dans le sens où on s'attendait pas à avoir un jour une année très fortement sèche comme on l'a eu, mais surtout sur les impacts. Et on l'a vu malgré toutes les alertes qu'on faisait sur la baisse des débits, notamment à l'étiage, et l'impact que ça pouvait avoir sur le monde économique, les milieux et l'eau potable. On a des secteurs entiers où cette adaptation, cette anticipation n'avait pas été faite. À titre d'exemple, en 2022, sur l'eau potable, on a eu pratiquement 400 communes qui ont été en coupure ou en tension très forte d'alimentation en eau potable. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup des communes isolées dans le Massif central. Et donc, ils ne s'étaient jamais posé la question de s'interconnecter avec leurs voisins pour se sécuriser. Sur l'agriculture aussi, même si on alertait le monde agricole, on a vu l'impact que ça pouvait avoir sur les productions avec des baisses de rendement entre 70 et 100% sur les cultures sèches, un impact très fort sur l'élevage, et puis même sur l'industrie. Certains industriels aujourd'hui se posent la question de baisser leur empreinte eau, avec l'interrogation de se dire, dans quelques années, est-ce que la rivière ou la nappe dans laquelle je pompe sera suffisante pour alimenter mon process industriel? Et puis, est-ce que le milieu récepteur sera en capacité de recevoir mon effluent? Et donc, sur l'industrie, avec des risques d'arrêt de l'activité économique, avec des impacts économiques très forts. Donc, dans le cadre de la préparation de notre 12e programme l'année dernière, qui a démarré cette année, l'adaptation des territoires au changement climatique est la priorité. Alors, elle l'était déjà, mais là, elle a été vraiment mise encore plus en exergue, avec pratiquement 70% du budget de l'Agence de l'eau qui est dédié à l'adaptation des activités économiques et des opérateurs d'eau potable sur comment on arrive à s'adapter, à être plus efficient face au manque d'eau qu'on va avoir. À titre d'exemple, aujourd'hui, souvent, les chiffres qu'on avance, c'est que pour pouvoir assurer tous les usages du Grand Sud-Ouest, on a un déficit aujourd'hui de 250 millions de mètres cubes d'eau à l'étiage. En 2050, les projections nous amènent à 1,2 milliard de déficit pour aujourd'hui 2 milliards de prélèvements. Donc on voit bien que de toute façon, ça ne passe plus et qu'il faut absolument, j'aurais tendance à dire maintenant, il faut accélérer et massifier. Et c'est un peu la problématique qu'on a, je reviendrai sur les propositions d'avenir, la problématique qu'on a sur la question notamment de l'agriculture, où on n'a pas cette accélération, on n'a pas cette massification qu'on peut avoir peut-être plus sur de l'industrie ou sur de l'eau potable. Merci beaucoup. Donc, on voit bien sur vos retours de gestionnaires, de gens qui sont face à des problèmes concrets, qu'il y a deux tensions finalement. On voit bien une tension climatique et puis une tension des territoires qui se développent. Et ben, ça tombe bien puisqu'on a deux chercheurs qui travaillent sur ces deux thèmes. Donc, je vais commencer par donner la parole finalement à Hervé Douville, qui permettra d'avoir aussi ce recul. Est-ce que l'état où on est aujourd'hui était bien anticipé par les climatologues notamment? Merci. Oui, bonjour. Alors, les climatologues, pour faire un constat un petit peu général sur l'évolution du climat, ils s'appuient sur trois piliers essentiels. La compréhension physique, la connaissance, les bases physiques du changement climatique, les observations, mais aussi la modélisation qui nous permet justement d'anticiper. Et force est de reconnaître que les anticipations faites notamment lors des rapports d'évaluation du GIEC ont anticipé pas mal d'aspects du changement climatique, y compris des aspects concernant le cycle de l'eau. Alors après, ce qu'on peut reconnaître aussi, c'est que ces anticipations sont essentiellement qualitatives et que sur le plan quantitatif, et en vue d'établir des politiques d'adaptation sans regret, parfois l'information reste un petit peu floue. On le reconnaît volontiers. On a pas mal de difficultés. On a pas mal de difficultés parce que l'évolution du cycle de l'eau, c'est généralement plus compliqué que l'évolution des températures à la surface du globe. Pour trois raisons. L'une qui a été évoquée, c'est que quand on regarde les séries observées, en fait, elles sont contaminées non seulement par la variabilité interne du climat, qui brouille un petit peu le signal climatique, mais aussi par l'effet direct de l'homme sur la ressource, puisqu'on a des prélèvements, etc. Et donc, c'est pas évident de détecter et d'attribuer des changements d'origine humaine, mais liés au changement climatique. C'est bien pour ça qu'on a besoin de modèles.
d'une science qu'on appelle la détection-attribution, qui est basée sur des méthodes statistiques. Et on a une difficulté majeure aussi, c'est que au-delà de l'effet cumulatif des gaz à effet de serre, on a eu pendant très longtemps des effets antagonistes de la pollution atmosphérique via ce qu'on appelle dans notre jargon les aérosols anthropiques, des particules fines qui ont majoritairement pour propriété de réfléchir le rayonnement solaire incident, de refroidir un petit peu la surface et de limiter l'évaporation en surface. Et donc quand on regarde par exemple des chroniques de débit, y compris dans des bassins non anthropisés, en fait, pendant tout le XXe siècle, on n'a bien souvent pas eu des signaux très clairs parce qu'on avait des signaux antagonistes. Et donc, en fait, le changement climatique, du point de vue de l'hydrologie, c'est maintenant, comme dirait un politique. C'est-à-dire que c'est essentiellement au début du XXIe siècle qu'on a vu apparaître très fort ces tendances. Et aujourd'hui, sur le plan quantitatif, ce qui compte aussi, c'est non seulement pour l'adaptation le niveau absolu qu'on atteindra en termes de réchauffement et d'impact associé, mais aussi le rythme. Pas mal de questions d'adaptation sont liées au rythme du réchauffement, en fait. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ce réchauffement est en accélération et que même sur cette question-là, les scientifiques ont encore des interrogations sur la part de la variabilité interne et de la sensibilité climatique concernant les années récentes qu'on a connues, qui ont été à l'échelle globale, mais aussi sur la France en général, particulièrement chaudes. Et donc, pour finir, je dirais peut-être qu'une chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est une forme de modestie, y compris dans la connaissance scientifique, et qu'il serait finalement relativement sensé de donner un poids plus important aux scénarios pessimistes par rapport aux scénarios optimistes, parce qu'en termes d'impact, évidemment, ils sont beaucoup plus importants. Et une forme de prudence qui est une forme de bon sens, en fait. C'est-à-dire que quand on ne sait pas très bien où l'on va, il faut plutôt décélérer que continuer à accélérer. Et la société, globalement, dans son fonctionnement, dans son système de production et de consommation, malheureusement, continue en général d'accélérer. Donc effectivement, les choses qui ont été évoquées précédemment, les formes de sobriété, etc., sont particulièrement encouragées par le GIEC. Si je peux me permettre, Hervé, donc toi tu es climatologue, tu travailles vraiment avec ces outils à l'échelle globale. Là on est face à des gestionnaires qui sont quand même plutôt à une échelle qui n'est pas négligeable, le bassin de Rourgard, mais qui est quand même beaucoup plus petite. Est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur cette descente d'échelle et ce qu'on peut en dire, ce qu'on ne peut pas en dire? Oui, alors on développe de plus en plus des services climatiques pour les utilisateurs, notamment pour la définition des politiques d'adaptation. Et effectivement, l'information climatique brute fournie par les modèles globaux de climat n'est pas du tout à la résolution spatio-temporelle suffisante pour ces applications. Donc on a plusieurs méthodes de descente d'échelle, des méthodes statistiques, des modèles à haute résolution, mais à air limité en général. Une partie de la communauté actuellement de la modélisation globale pousse pour des simulations globales kilométriques, avec un coût très très important. Et par rapport à ça, il y a un autre aspect qui est peut-être tout aussi important, c'est de fournir une information probabiliste, notamment pour les changements climatiques à relativement court terme. Et ça nécessite de faire des grands ensembles. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une réalisation d'un scénario, mais N étant relativement grand, pour décrire l'ensemble des trajectoires possibles sur les prochaines décennies. Et à l'échelle locale, cette variabilité interne, elle doit vraiment être échantillonnée parce qu'elle peut substantiellement changer la réponse au forçage anthropique. Sur quelques décennies, il y a des travaux qui sont faits dans la communauté, qui seront peut-être évoqués demain, qui sont importants sur ce sujet. Et une partie de la communauté aussi essaie au-delà de prévoir la réponse au forçage anthropique, d'essayer de prévoir un petit peu, en initialisant le système océanique, de prévoir cette variabilité interne à quelques années, voire quelques décennies d'échéance. Donc effectivement, c'est un défi pour nous de fournir une information à l'échelle pertinente pour la définition des politiques d'adaptation, mais pas mal de travaux sont en cours, y compris dans le cadre évidemment de DRIAS, que vous connaissez sans doute, et puis d'Explore 2, qui fournit aujourd'hui sur la France, à l'échelle de 8 km, si ma mémoire est bonne, des scénarios pour lesquels on peut à la fois diagnostiquer l'influence des scénarios socio-économiques, mais aussi les incertitudes de modélisation. La question de la variabilité interne est encore pour l'instant malheureusement insuffisamment traitée, faute de moyens de calcul. Merci beaucoup. Oui, Mélanie? Je me permets juste d'intervenir. Je parlais des nappes, vous faisiez la descente là sur les modélisations et les descentes d'échelle. Nous, au SMEGREG, donc je vous le disais, on gère des nappes captives à grande inertie, ce qu'on appelle ici en général des nappes profondes,
ce sont des nappes qui vont avoir des cycles de renouvellement extrêmement longs. En moyenne, la gestion de l'eau, et c'est ce que vous évoquez très bien, se fait avec une histoire de gestion à l'équilibre. On a des précipitations qui rechargent nos nappes, enfin, vous le savez, je pense, hein, et puis des prélèvements ou des sorties naturelles. Et l'idée, c'est que d'une année sur l'autre, on ait à peu près un équilibre sur un cycle hydrologique, ce qui permet d'envisager peut-être des solutions, comme vous l'évoquiez, à des cycles, sur certains cycles hydrologiques pour compenser des années où on va avoir moins de précipitations et donc s'adapter un peu plus. Nous, sur les nappes captives à grande inertie, on n'a pas ce système-là. On va mettre plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'années à renouveler les ressources. Ici, en moyenne en Gironde, l'eau que vous buvez au robinet et qu'on exploite, ces nappes profondes, elle a en moyenne 20 000 ans. Donc on a toujours eu l'habitude, au SMEGREG, pour définir les volumes prélevables, les volumes que l'on peut sortir de ces nappes-là, de simuler sur des temps très longs, sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années, pour voir comment les nappes se comportent. Et nous, typiquement, ces changements d'échelle-là, c'est extrêmement compliqué en termes de données climatiques à intégrer. Ça prend du temps parce que on est en train d'intégrer tout un signal sur un temps très long, sur des nappes qui, de par leur fonctionnement elles-mêmes, atténuent ce changement climatique. Donc nous, le changement climatique, on ne le sent pas directement sur les ressources à court terme. Par contre, quand il va se faire sentir dans plusieurs dizaines d'années, il va se faire sentir de manière plus pérenne. Ce qui pose les questions de l'anticipation. Et souvent, quand on se pose aussi ces questions-là, on vient vite aux solutions. On parle beaucoup de la réutilisation des eaux, du stockage, mais tout ça, ça pose la question de, bon, déjà il faut qu'il pleuve suffisamment et ça ne fonctionne que si vous avez des ressources qui se renouvellent chaque année sur cette base d'entrée et sortie annuelle. Nous, en l'occurrence, ces solutions, elles vont être intéressantes pour certains usages, mais pas forcément pour l'eau potable, puisque notre eau potable, dépendant de ces nappes profondes, on a besoin d'avoir une intégration sur le temps long et de se projeter d'office à l'horizon 2050 ou 2100 pour être en mesure d'assurer les ressources. Et puis enfin, juste dernier point, on a le changement d'échelle spatiale, mais nous, cette échelle spatiale, c'est plus où est-ce que vont avoir lieu les futurs besoins et où est-ce qu'on va en avoir besoin, de combien. En fait, si vous voulez, les nappes captives, elles se caractérisent plus par la manière dont elles répondent au prélèvement que ce que l'on en sort. Ce sont des nappes qui vont être très réactives et qui se souviennent de la manière dont on les exploite, qui supportent pas très bien d'être exploitées beaucoup au même endroit. Et en l'occurrence, quand on regarde la Gironde, le gros de l'exploitation se fait au niveau de Bordeaux Métropole. C'était en tous les cas l'historique sur le territoire, mais on a de plus en plus de pôles qui se développent avec des usages très différents de la ressource quand on est sur le littoral ou quand on est en centre-ville, avec des pôles urbains qui se développent plutôt vers le nord, vers le secteur de Libourne par exemple, ou au contraire vers le Langonnet, le Bergeracois. Et puis des habitudes de consommation qui sont différentes. Quand vous prenez une canicule à Bordeaux à l'été 2022 ou même à cet été, vous consommez pas les ressources de la même façon que quand vous vivez sur le littoral et que vous avez accès à la plage et à un air ventilé. Et en fait, tout ça, toutes ces variations d'usage de la ressource et ses besoins, c'est quelque chose qu'on a du mal à prédire et c'est quelque chose qui a un impact très concret aussi sur l'exploitation. Parce que quand il fait plus chaud, on augmente la température dans les réseaux. On augmente donc la température de l'eau et il y a des seuils de température pour la potabilisation. On augmente les risques de développement bactériologique. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut anticiper en termes de demande et donc de canalisation capable de les transporter, en termes de qualité et de distribution de l'eau potable. Donc il faut qu'on sache où ça va être et quand ça va être dans les prochaines années, ce qui actuellement est un gros enjeu, en tout cas pour nous à l'échelle du territoire. Merci Mélanie, c'est une parfaite transition pour Sandrine, je pense. Je ne sais pas. Merci. Donc, je suis Sandrine Bossel, géographe à l'Université Bordeaux-Montaigne et co-directrice de l'UMR Passage. Alors, effectivement, tout ce que vous venez de dire, tous les trois méritent d'être pointés ou repris. Et effectivement, il y a la question de l'espace et du temps. La question du temps, parce que vous avez dit depuis 20 ans, mais c'est plus que ça en fait, la prise de conscience que sur les nappes profondes, on allait surexploiter puisque c'était un risque possible et puis il est avéré et puis il est là et puis maintenant c'est comment on fait avec. C'est déjà dans les années 50 hein, quand on commence à réfléchir. Fin des années 40, voilà, enfin après, autour de la guerre, avant, après. Quand on commence à y réfléchir, moi je faisais référence à la période où en fait ça sort de la science, c'est-à-dire ici du campus. Alors il était à l'époque en ville, hein, les universitaires étaient en ville, et on va vers les porteurs de décision. On va vers la préfecture puisqu'à l'époque c'est la préfecture qui peut imaginer, répondre imaginer des réponses.
Et puis petit à petit, il y a tout un système d'action qui s'est mis en place effectivement pour aller vers, avec la loi sur l'eau de 92, avec la commission locale de l'eau. Et effectivement, il y a 2 acteurs clés qui sont les membres fondateurs du SMEGREG, le département de la Gironde et la communauté urbaine de Bordeaux. Donc là, on est vraiment sur une volonté de 2 acteurs qui font un stage atypique puisqu'il est aussi sur un périmètre administratif. De prendre au sérieux et d'aller vers effectivement des politiques proactives qui étaient assez originales et qui sont effectivement de plus en plus qui montrent leur efficacité. Donc cette longue histoire, ça me conduit à réfléchir. Donc on est à la fois sur une histoire locale, particulière, mais les nappes, les bassins sédimentaires, il y en a plusieurs en France, il y en a plusieurs en Europe et dans le monde. En tout cas, ici, il y a une prise de conscience, il y a une volonté d'action. Et aujourd'hui, la question est posée, et demain, en fait, hein, c'est-à-dire fort de toute cette connaissance des nappes, toute cette connaissance de l'action, en fait, la grande inconnue, c'est quand même l'humain. Hein, souvent, on se tourne vers les sciences humaines et sociales. Alors, je suis géographe, mais on peut toutes les sciences humaines et sociales s'allier pour essayer de contribuer à ces grandes questions, des usages, des nouveaux usages, des usages en fonction du changement, le changement climatique, le changement. Il y a d'autres changements. Parfois, on a tendance à dire aussi non pas le changement global, mais les changements globaux, puisqu'il y a aussi des changements qui sont d'ordre politique. Des modes de pensée, on parle de paradigme qu'il faudrait faire évoluer, faire changer, pour vraiment prendre au sérieux et puis aller vers les transformations profondes. Donc, pour répondre à la question qui était sur comment les territoires réagissent, en fait, quand on prend la notion de territoire, je me permets une petite précision, puisqu'on est aussi beaucoup en interdisciplinarité, et hier, des collègues ont dit c'est important que chacun dise comment il aborde les mots, il faut qu'on puisse se comprendre. Donc le territoire, il y a une dimension concrète, physique, évidente pour toutes les sciences du vivant, du physique, etc. Mais il y a aussi toute la dimension humaine, sociétale, politique. Donc pour nous, le territoire, c'est un espace approprié, un espace qui est aussi riche d'une histoire. Des fois, on dit que l'histoire a sédimenté et qu'elle donne sa particularité au territoire. Mais c'est aussi une société qui se projette, qui a des visions et qui peut se poser des questions sur demain. Et ce sont des débats politiques. Il n'y a pas une réponse, il y a plusieurs réponses. Il n'y a pas un problème, il y a plusieurs problèmes. Et il faut essayer, tous ensemble, d'essayer de mettre à plat ces questions. Alors, à quel pas de temps il faut réfléchir? Parce que ça, c'est aussi une des questions que nous nous posons souvent. Est-ce qu'il faut se projeter très très loin? Et parfois, on lâche les décideurs, on lâche la société. 2050, 2100 et au-delà, qui peut se projeter, qui peut imaginer? Alors des fois on essaye de faire des prospectives sur des temps un peu plus courts, notamment si on doit accompagner le public, si on doit accompagner les usagers, parce qu'il y a plusieurs sortes de changements et je vais te redonner la parole parce que je pense que tu voudras passer à la deuxième partie, mais en tout cas il y a des changements qui sont dans les territoires et puis il y a des changements qui sont aussi par les acteurs publics, on l'a bien dit, hein, les gestionnaires de la ressource, mais aussi les usagers. Et les usagers, là, on retombe sur toute la diversité des catégories. On a les usagers agricoles, industriels. Alors hier, on a vu le président du comité de bassin qui a beaucoup insisté sur les questions agricoles. Ici, on a Dour-Garonne, ce sont des questions très fortes. Elles sont fortes partout, mais particulièrement chez nous. D'autres bassins d'agences de l'eau auront d'autres problématiques, peut-être plus industrielles. Et on a effectivement des déclinaisons territoriales, des grandes questions qui sont posées, mais ici ou là, elles ne se posent pas tout à fait de la même manière. Et le curseur va plutôt aller dans un sens ou dans un autre. Et puis bien sûr les usagers domestiques qui sont très nombreux. Nous sommes tous là. Alors on parlait de la question du littoral ou de Bordeaux quand on a très très chaud, qu'on prend une douche, 2 douches, 3 douches. Bon, alors les jeunes disent non, il faut pas prendre trop de douches. Il faut prendre, mais bon, quand la chaleur est là, et ça fait une pression pour les distributeurs d'eau qui est effectivement très grande. Donc là, on a à réfléchir sur les usages de l'eau et avec parfois même des échelles assez fines, hein, sur la perception de l'eau, sur le rapport du corps à l'eau. Et donc toutes ces déclinaisons-là font que la complexité, on peut l'aborder et l'attaquer en quelque sorte par différentes questions. Et on a besoin d'interdisciplinarité pour attaquer ces questions. Merci Sandrine. Donc, du coup, maintenant, on va aller se projeter dans le futur. Et je redonne la parole à Hervé qui va nous donner un petit peu des éléments de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas sur les projections.
Alors, peut-être juste avant ça, je voudrais réagir à l'intervention précédente, qui est très intéressante, pour dire qu'effectivement, on a besoin d'interdisciplinarité, que si on voit rétrospectivement, la climatologie, c'était la science des géographes, et puis est apparue la modélisation numérique, qui a un petit peu été un grand coup de vent sur cette discipline, qui a fait donc en sorte que les physiciens, etc., se sont accaparés cette discipline. Aujourd'hui, on voit les mathématiciens avec notamment l'intelligence artificielle peut-être balayer en partie la modélisation physique traditionnelle. C'est le cas pour la prévision du temps. C'est pas forcément encore le cas pour le changement climatique parce que c'est plus compliqué. Mais à chaque fois, je pense qu'il faut être vigilant à justement garder la compréhension et ne pas chasser une discipline et la remplacer par une autre. Et je pense qu'aujourd'hui, les sciences dures, les sciences physiques s'aperçoivent à quel point les géographes sont indispensables pour réfléchir sur les questions d'adaptation. En revanche, le rôle des scientifiques, c'est d'attirer aussi sur le long terme. Et donc, même si je comprends bien que les mandats électoraux, notamment, sont des mandats à court terme, de plus en plus, hein, on a l'impression, eh bien, le rôle des scientifiques, c'est quand même aussi de porter le regard un peu plus loin, et quand bien même le fonctionnement des sociétés est ainsi fait que les politiques ont du mal à s'intéresser à ces questions-là, il ne faut pas renoncer, je pense, parce que fonctionner à flux tendu en essayant d'avoir une adaptation vraiment incrémentale, dans un monde où la variabilité du climat va augmenter, notamment du cycle de l'eau, ça va être un problème de plus en plus important. Donc j'en viens justement à cette partie prospective. Si on devait caractériser un petit peu les changements du cycle de l'eau, on parlerait justement... Alors on parle souvent d'intensification, mais derrière on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire. En fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir plus de variabilité, donc plus de volatilité de la ressource en eau. Et ça a des implications très fortes pour l'adaptation. Alors si je reviens un petit peu aux bases physiques, par exemple, il y a un élément simple, c'est que le contenu en eau de l'atmosphère dépend de la température atmosphérique. Hein. C'est la loi de Clausius-Clapeyron. Et en fait, une atmosphère plus chaude, potentiellement, peut contenir plus de vapeur d'eau. Et donc, quand les conditions météorologiques sont favorables, on voit notamment qu'on a des phénomènes précipitants de plus en plus intenses, et notamment les précipitations extrêmes qui deviennent de plus en plus intenses, avec des taux de précipitation, aujourd'hui, à nos latitudes, qui ressemblent plus à des précipitations tropicales. Et ça va aller croissant, évidemment. Pour la fréquence, c'est plus compliqué. Pour la fréquence, c'est plus compliqué parce que ça dépend un peu plus des changements de circulation. Une autre conséquence aussi du fait que le réchauffement se fait à humidité relative quasiment constante, c'est qu'il y a une demande évaporative croissante. Et donc, indépendamment de l'évolution des précipitations, on va avoir une augmentation dans bien des régions continentales de l'évaporation. Donc, ça montre un peu un changement de paradigme. Quand on... un intervenant peut-être qui veut. Quand on réfléchit au risque de sécheresse d'une année sur l'autre, c'est essentiellement le déficit pluviométrique qui va impliquer une sécheresse hydrologique, agricole, etc. Sur le long terme, les changements d'évaporation peuvent être tout aussi importants que les changements de précipitation. Et donc, quand bien même les précipitations annuelles, par exemple, ne changeraient pas beaucoup, on peut très bien aller vers une aridification, notamment dans tous les climats subtropicaux, et y compris dans le pourtour méditerranéen. Et une question qui reste un petit peu ouverte, c'est jusqu'où, vers le nord, cette aridification va se poursuivre. Alors, au-delà de l'état moyen, je l'ai dit, il y a des événements extrêmes de plus en plus forts, avec une variabilité croissante, c'est-à-dire qu'en fait, la précipitation annuelle va dépendre d'un nombre de plus en plus limité d'événements précipitants dans pas mal de régions du globe, y compris, encore une fois, sur le pourtour méditerranéen et une bonne partie de l'Europe. Et donc, on voit bien que, lié à ça, il va y avoir une variabilité interannuelle plus importante, puisque on va dépendre d'un nombre de plus en plus limité d'événements, et donc chaque événement va peser plus lourd dans la moyenne annuelle. Donc voilà, si je devais brosser très rapidement les changements à attendre, c'est encore une fois plus de volatilité de la ressource qui va demander des efforts évidemment d'adaptation très importants. Et à cela, donc encore une fois, c'est l'image de long terme, mais à cela peut s'ajouter à plus court terme une modulation très importante du fait de la variabilité interne du climat, qui va amplifier dans un sens ou atténuer dans un autre sens les changements de long terme. Et donc il faut avoir une politique vraiment prudente pour ne pas écarter d'emblée des scénarios probables à court terme et ne pas se river uniquement sur la question de la réponse de l'hydrologie au forçage anthropique. Il faut intégrer cette notion de variabilité interne et du fait que la variabilité va augmenter dans nos politiques d'adaptation.
Merci. Donc, variabilité interne, on a bien entendu ce nom-là. Hein. Je trouve qu'effectivement, c'est un élément clé. Malgré les tendances, on pourrait très bien avoir quelques années avec des signaux opposés aux tendances prévues. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. J'aimerais quand même un petit mot de ta part sur les scénarios d'émissions à gaz à effet de serre. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'adaptation. On a quand même cette impression que si on n'atténue pas, de toute façon, c'est une voie sans issue. Donc, je voulais un petit peu ton retour là-dessus. Alors moi, j'ai travaillé pour le groupe 1 du GIEC, et donc on n'est pas autorisé à commenter la crédibilité des différents scénarios socio-économiques qui nous sont proposés. Mais je vais quand même m'y risquer. Aujourd'hui, au sein du groupe 1, on reconnaît que tous les modèles de climat ne sont pas équiprobables. Donc c'est la fin de la démocratie des modèles. Et de plus en plus, on essaie d'utiliser les signaux anthropiques présents dans les observations pour donner un poids plus important, un crédit plus important aux projections fournies par les différents modèles afin de limiter ces incertitudes de modélisation. En amont, donc, on a ces incertitudes sur les scénarios socio-économiques. Il y en a une infinité. Au sein du GIEC, on choisit quelques scénarios illustratifs, des grandes familles de scénarios. Les scientifiques oublient parfois que ces scénarios n'ont pas qu'une dimension physique en termes de forçage radiatif, ils ont aussi des dimensions socio-économiques. Et par exemple, ce que les scientifiques souvent du groupe 1 appellent le pire des scénarios, c'est-à-dire un scénario avec très peu d'atténuation. En fait, du point de vue des sociétés humaines, c'est pas forcément le pire des scénarios, parce que c'est un scénario où finalement on va quand même avoir une certaine solidarité entre les pays, alors que le scénario, vous connaissez peut-être la nomenclature, le SSP 7.3. Attendez, bon, il y a un autre scénario qui est un peu moins fort en termes d'émissions, mais qui est un scénario beaucoup plus pessimiste sur le fait qu'il va y avoir beaucoup moins de multilatéralisme et qu'il va y avoir une grande rivalité entre les régions. Donc, comme l'a dit ma collègue, il y a des dimensions tout à fait non physiques au scénario qu'il faut aussi évidemment considérer. Mais donc, pour une certaine partie de la communauté quand même scientifique considère aujourd'hui que, d'une part, on a fait quand même quelques efforts dans pas mal de pays pour limiter les émissions. Évidemment, ces efforts sont très insuffisants, mais les ressources mêmes, le potentiel, les gisements de carbone fossile disponibles à l'échelle de la planète laissent suggérer que le pire des scénarios qui avait été envisagé jusqu'ici n'est plus crédible au-delà de 2050. De la même manière, les scénarios optimistes, à forte atténuation, je crois qu'on peut considérer aujourd'hui, avec pas mal de scientifiques, que malheureusement, vu les décisions récentes et vu globalement l'échec des négociations internationales sur la réduction des émissions et le non-respect de l'accord de Paris, on va aussi pouvoir les exclure en termes de probabilité. Et donc on reste pour l'instant le scénario le plus proche des tendances récentes concernant les émissions, c'est un scénario médian. Et typiquement, la France a pris cette décision de bâtir des politiques d'adaptation sur un scénario de réchauffement global à 3 degrés, ce qui signifie 4 degrés sur la France. Bon, il faut savoir que dans pas mal de pays d'Europe, il y a plutôt 2 scénarios qui sont envisagés. Typiquement, les Anglais, je crois, ont un scénario à +2 et +4 en réchauffement global. Je comprends l'intérêt de centraliser un petit peu et d'unifier les stratégies d'adaptation, mais attention quand même, il faut savoir notamment qu'il n'y a pas bijection entre le réchauffement global et le réchauffement sur la France dans les modèles. Dans les modèles, pour un réchauffement global de 3 degrés, on peut avoir quand même une gamme de réchauffement sur la France assez importante. Donc c'est une simplification qui a l'avantage d'une forte lisibilité et de sortir du déni qu'il n'y aura pas de fort réchauffement au cours du siècle. Mais il peut y avoir un risque à centraliser et à unifier totalement les stratégies d'adaptation. Il faut beaucoup de flexibilité, d'agilité en la matière. Et les stratégies qui sont valables à une époque et dans une région donnée ne le sont pas forcément un peu plus tard ou dans une autre région. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et donc, on va voir maintenant comment se projettent les gestionnaires et notamment l'Agence de l'eau à Tour-Garonne. Vous nous avez dit qu'on arrivait en gros à une impasse dans le futur. Donc, comment vous envisagez de gérer ça et cette transition? Alors, comme ça a été évoqué, on va être amené à travailler sur les 2 volets, sur la ressource et sur la demande.
Sur la ressource, ça a été dit, on va avoir une variabilité, une volatilité des précipitations, même si on reste sur certains secteurs sur un volume annuel de pluviaux équivalent, voire même peut-être une augmentation sur certains scénarios. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura l'enjeu, ce sera effectivement de garder cette pluie. On le voit bien dans le sud-ouest et sur certains territoires où pendant des siècles, l'homme a lutté contre l'eau et a fait en sorte de sortir l'eau des parcelles forestières. On a l'exemple avec les Landes de Gascogne pour pouvoir faire les travaux forestiers, en zone agricole pour pouvoir faire les travaux agricoles. Et donc, cette vidange massive des territoires de son eau, on voit aujourd'hui que c'est un facteur d'accélération de la tension sur les territoires et sur la ressource. Et donc, on a déjà un travail très important à faire de ralentissement du cycle de l'eau, c'est-à-dire faire en sorte qu'une goutte d'eau qui tombe à un endroit, elle arrive à la mer avec le plus de temps possible et qu'on la conserve sur les territoires. Donc là, ça demande un gros travail je sais pas, il faut appeler ça du réaménagement du territoire ou de déremembrement, je ne sais pas, mais en tout cas, on se rend compte que ce qu'on a fait pendant des années qui avait peut-être une utilité il y a 30, 40, 50 ans, aujourd'hui, c'est un facteur d'accélération de nos problématiques. Donc, il y a ce travail qui est très important à mener, qui est compliqué parce que effectivement ça nécessite d'avoir un accès au foncier pour pouvoir mener des actions de renaturation sur les cours d'eau, notamment en Charente. On voit que ça peut être un frein très important. Donc il y a ce travail à mener. Il y a un travail à mener, ce qu'on appelle de mix de solutions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle pour conserver plus d'eau sur les territoires, ça se saurait depuis le temps. Par contre, il y a plein de solutions à mettre en œuvre en parallèle. On a parlé de la reuse, on a parlé du stockage, que ça soit dans les sols, dans les nappes, voire ponctuellement en surface. On a parlé de la sobriété, qui est quand même la première brique, c'est de quelle manière on arrive à faire des économies. Et on a des secteurs qui ont pris ce sujet par le corps. On a certaines entreprises dans la région qui travaillent sur la baisse de leur empreinte eau et qui ont baissé leurs besoins en eau dans leur process. Certaines collectivités, notamment productrices d'eau potable, sont sur ce sujet-là. Ça a été évoqué par le SMEGREG, ça fait de très nombreuses années que c'est fait en Gironde, mais il y a une limite à ça, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, quand on baisse, il y a un moment, il y aura toujours une consommation par citoyen qui fera qu'on ne pourra pas baisser plus. Donc sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, la question de l'agriculture qui va devoir s'adapter, et j'aurais tendance à dire c'est au-delà de l'adaptation, ça a été un petit peu évoqué, on n'est plus au stade de l'adaptation paramétrique de l'agriculture. Et je ne sais pas si l'agriculture aujourd'hui a pris conscience qu'ils vont rentrer dans des phases de rupture très fortes. Et des phases de rupture très fortes, c'est comment on les accompagne. Souvent, moi, je fais le parallèle avec la conduite du changement en management. Je pense qu'il va falloir qu'on développe des outils de conduite du changement en agriculture. Et là, le rôle des scientifiques, la recherche a un rôle très important de pouvoir accompagner ces changements qui vont des changements vraiment globaux. C'est pas que des changements au niveau de l'agriculteur, c'est un changement de toutes les filières, c'est un changement au niveau des industries agroalimentaires, un changement au niveau des coopératives. Aujourd'hui, on a des exemples, on a des projets d'implantation d'oliviers en Charente. S'il y a 15 ans, on avait dit ça aux agriculteurs, ils nous ont dit « mais vous êtes complètement fous ». Donc peut-être que demain, effectivement, le sud-ouest, ça sera de l'olivier, de la figue de Barbarie et de l'orange. C'est totalement possible, puisque si on a le climat plus ou moins de Séville l'été, c'est les productions qui seront peut-être adaptées. Pour autant, ça veut dire que derrière, il faut construire des filières, que ça ne se construit pas du jour au lendemain. Produire des choses, on peut toujours produire, mais il faut pouvoir derrière les vendre, que ça soit rémunérateur pour les agriculteurs. Et puis, il y a un autre sujet qui est important, c'est que petit à petit, les conditions pour les productions qui sont aujourd'hui en place seront de moins en moins favorables, mais elles ne seront pas encore complètement favorables pour de l'orange ou pour de l'amande. Et donc, on va avoir une période de transition peut-être de 10 ou 15 ans
où il va falloir se poser la question comment on bascule de l'une à l'autre. Aujourd'hui, il y a des programmes nationaux qui commencent à travailler sur une agriculture méditerranéenne dans certains départements, pour voir de quelle manière on peut commencer à développer des filières. Cette question du développement de culture méditerranéenne, il y a des projets qui se montent jusque dans le Lot-et-Garonne aujourd'hui. Donc on n'est quand même pas très très loin. Et donc on voit bien qu'on va avoir de tels changements globaux que ça va nécessiter des accompagnements très forts, financiers, mais pas que, parce que dans les changements de production agricole, c'est pas que des sujets techniques. Il y a des freins psychologiques, sociologiques qu'il va falloir accompagner. Et c'est pour ça que on aura besoin aussi bien des sciences agronomiques avec ce que peut faire l'INRAE, que des sciences humaines et sociales pour accompagner ces changements. Voilà. Et puis sur l'eau potable, effectivement, ça sera un enjeu majeur. On sait qu'il y a des endroits où on risque d'avoir des tensions. On est sur des secteurs, ça a été dit, où la consommation peut être très importante, notamment par le tourisme. Pour rappel, sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est 180 millions de nuitées par an pour le tourisme, 90 millions sur la façade atlantique. Donc ça fait des volumes d'eau mobilisés qui sont très importants, surtout quand on sait qu'un touriste consomme plus d'eau qu'un citoyen lambda quand on est chez soi. Donc on est face à des défis très importants. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que on voit bien que, on disait, c'est peut-être une accélération. Il y avait quelqu'un qui avait donné cette image. Aujourd'hui, on est en train de courir sur un tapis roulant, mais le tapis roulant, il avance plus vite que nous, on avance. Et donc, c'est ce sujet, et peut-être que ça a été évoqué par Alain Rousset hier, le sujet de la massification. Dans beaucoup de domaines, on a toujours des exemples de bons élèves qui se sont engagés, qui travaillent bien. Je parlais de l'industrie, on a quelques cas. On a un projet d'usine sèche à Pierre Fabre à Castres, mais on se rend compte que c'est des exemples toujours isolés et qu'on n'a pas effectivement cette accélération, cette massification qu'il va falloir qu'on fasse, parce que des phénomènes comme 2022 vont se reproduire de plus en plus. Et dans les prospectives de certains producteurs d'eau potable, la catastrophe, ça serait 2 années 2022 coup sur coup. On le voit bien cette année, on est sur une année type 2022, mais on est parti avec des nappes phréatiques qui étaient très très bien rechargées. Et au final, on ne parle pas de la sécheresse, on parle beaucoup de la canicule, mais on parle très peu de la sécheresse. Mais parce qu'on a eu cette chance de rechargement. En 2022, on n'avait pas ce rechargement de nappes et on a vu ce que ça a donné. Donc 2 années 2022 qui se succèdent. Pour l'eau potable, on est sur certains territoires où on ne peut pas fournir l'eau potable pour tout le monde. C'est le cas en Charente-Maritime. Et donc, il y a ce travail prospectif à faire pour pouvoir mettre en place des programmes d'action de résilience sur la question de l'eau potable. Mais les agences de l'eau, elles ont aussi une action sur la biodiversité. Et le milieu aquatique dans les Adour-Garonne, forcément, il va être très impacté. Vous en avez pas du tout parlé, c'est un peu surprise. Alors, c'est vrai qu'il y a le sujet de biodiversité. Alors, on l'a vu en 2022, à titre d'exemple. On avait 30 degrés dans la Garonne. Autant dire qu'à 30 degrés, il ne reste plus beaucoup d'oxygène dissous dans la Garonne. On avait pratiquement 50% du petit chevelu qui était en assec ou en intermittence. Et effectivement, l'impact va être très important sur les milieux, c'est-à-dire les zones humides, les milieux aquatiques. Est-ce qu'il y aura assez d'eau pour le fonctionnement écosystémique de ces milieux? On sait qu'on a certains milieux où des années de sécheresse, ça entraîne le développement d'autres espèces, un changement de flore et la disparition quelquefois d'espèces typiques ou rares. Donc il y a effectivement ce travail à mener. C'est pour ça que l'entrée, comment on arrive à conserver le plus de ressources possibles pour les cours d'eau, pour les usages et pour les cours d'eau, bien évidemment, ou les zones humides, est essentiel. C'est pour ça que finalement le travail doit être globalement, c'est comment on arrive à garder de l'eau sur les territoires. J'ai l'impression que la façon dont vous le dites n'est pas tout à fait neutre. Hein. On sait bien que normalement, c'est d'abord tout ce qui est sécurité, eau potable, puis la biodiversité, puis seulement les usages industriels ou économiques. Et on sait bien qu'il y a de la tension pour inverser la donne. Et je suis quand même un petit peu surprise de votre façon de mettre la priorité.
Parce qu'encore une fois, la biodiversité, une fois qu'elle est détruite, c'est irréversible, quoi. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir ce retour. La priorité, ça reste quand même l'eau potable, de toute façon. Potable, oui. Voilà. Donc, effectivement, de toute façon, on a des seuils aujourd'hui pour préserver le plus possible la question de la biodiversité. C'est-à-dire que ce qu'on coupe, c'est pas la biodiversité. Quand on n'a plus assez d'eau dans les cours d'eau, ce qu'on coupe, c'est les activités économiques. Ouais. De toute façon. Mélanie, comment vous voyez les choses? Vous nous avez dit qu'il y a des temps longs pour les nappes du SMEGREG, mais il y a quand même des impacts. Oui, alors il a été dit tellement de choses et je vais essayer de pas vous faire un cours sur la gestion des nappes en Gironde, ça risque d'être un peu long. Pour revenir sur certains éléments, nous, concrets, vous ramener un peu vraiment purement sur le territoire. On a été des bons élèves, tous les Girondins, pendant 20 ans. Je vous le disais, on a accueilli presque 300 000 nouvelles personnes sans prélever d'eau sur la ressource, sans prélever plus d'eau ou plus sur la ressource en tous les cas. Ça évolue. Parce que c'est un territoire attractif et que l'attractivité du territoire, vous parlez des élus, si un élu est élu, c'est pour rendre son territoire attractif. C'est le but d'un mandat. Il a 6 ans pour montrer que son territoire a les meilleures prestations, attirer du monde, parce que c'est comme ça qu'on vit dans la territoriale, c'est pour ça qu'on est élu. Et donc forcément, on veut plus de monde, et plus de monde, ça veut dire plus de ressources. Et ça, c'est pas toujours disponible. Ce qu'on voit, nous, actuellement, c'est qu'en plus, les consommations à l'échelle individuelle repartent à la hausse, ce qui n'avait pas été le cas pendant les 20 dernières années. Donc, première chose à prendre en compte. Et surtout, si vous prenez en compte que, du coup, vous voulez que votre territoire soit attractif et qu'il faut attirer du monde, la politique, et c'est un peu ce que vous évoquez en tout cas souvent, on a eu tendance, dans la gestion des ressources en eau ces dernières années, à dire on a besoin de temps. Et donc, on va aller chercher tant. Et c'est ce qu'on fait encore sur les solutions. On a besoin de tant de millions de mètres cubes. Et donc, on va trouver des solutions pour stocker de l'eau, les garder et répondre à nos besoins. Peut-être que c'est le moment d'opérer un petit switch et se dire, en fait, on a ça. Et il va falloir faire entrer ce avec quoi on vit dans cette box-là parce qu'on n'a pas d'autre option. Et actuellement, sur le stage de Gironde, on est pile à cette question-là. Je vous le disais, nos ressources, elles dépendent pas d'un cycle annuel, elles se renouvellent, mais ça prend du temps. Et donc, ce que on a besoin de l'utiliser avec parcimonie. Et donc, comment on développe des territoires, comment on fait en sorte qu'ils soient toujours attractifs en fonction de la ressource en eau. Et ça pose des questions hyper concrètes. Nous, maintenant, on se demande comment on fait en sorte que les documents d'urbanisme qui dirigent l'attractivité d'un territoire, qui dirigent la manière dont on l'habite, le relationnel que l'on a avec son territoire, comment ces documents-là prennent en compte l'eau de manière générale. Alors, le sage des nappes profondes impose que pour certaines ressources, on justifie pourquoi on va prélever dans ces ressources, combien, qu'on démontre qu'on est des bons élèves, qu'on va le faire de manière efficiente. Mais là, c'est de plus en plus prégnant, parce que déjà, on se rend compte que même si le sage l'impose, les documents d'urbanisme ne le prennent pas en compte. Et donc, on doit les accompagner et ils sont en retard. Et on voit de plus en plus de documents d'urbanisme se faire refuser par les préfectures. C'est le cas sur le bassin d'Arcachon notamment, qui est pour le coup un pilier de l'industrie touristique ici. Donc ça pose des vraies questions. Comment on s'adapte concrètement? Comment on choisit collectivement d'aller vers un futur qui nous semble acceptable en fonction de la ressource que l'on a en termes de disposition? Et les solutions qu'on met en place, elles sont toutes intéressantes, elles peuvent toutes être leviers. Tu parlais tout à l'heure du mix de solutions. C'est sûr qu'il ne va pas y avoir une réponse unique et qu'il n'y aura pas une seule solution et que le mix de solutions d'un territoire ne répondra pas aux besoins d'un autre territoire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir le réfléchir de manière collective et que certaines dispositions posent d'autres questions. La première question, quand on est élu pour le coup, elle est financière. Quand on met en place de la réutilisation des eaux usées traitées, ça pose la question du consentement à payer. On va devoir traiter l'eau pour un usage. Donc, qui paye ce traitement-là? Est-ce que c'est de manière collégiale? Est-ce qu'on met en place un système de financement? Tout ça, ça pose des questions sur la répartition de l'eau qui sont des questions de tarification, de solidarité financière. Et ça, c'est des vrais sujets. Les modèles de financement actuellement sur les solutions de substitution. Nous, par exemple, en Gironde, on a une surexploitation de la nappe de l'Éocène. On met en place des champs captants pour aller chercher d'autres ressources, pas pour prélever plus, mais bien pour venir restaurer le bon état du milieu, donc pour venir compenser, aller chercher des millions de mètres cubes dans des ressources qui sont disponibles, qui ne sont pas vulnérables, pour venir compenser un état dégradé d'une autre ressource. Et ça, c'est des solidarités qui sont à la fois territoriales, parce qu'on est amené à prendre la ressource
où elle est, et elle n'est pas répartie, notamment les eaux souterraines, de manière uniforme sur le territoire. Et c'est aussi une solidarité politique et financière. Et se pose la question de tous ces montages de manière concrète. Et du coup, ça m'emmène au dernier point ici. On parle beaucoup de la connaissance, qui est essentielle. On se fonde là-dessus. On est vraiment, nous, pour le coup, un syndicat d'études. On a besoin de l'avancée scientifique que vous produisez. Mais on a aussi besoin de le transcrire en quelque chose de concret et de palpable pour les élus. Les chiffres, ça ne leur parle pas. On ne peut pas aller voir un élu en leur disant à l'horizon 2000 et quelques, vous aurez tant de degrés. Il leur faut des choses concrètes sur les territoires et donc des manières de communiquer qui s'adaptent. Et là, nous, on a la chance au SMEGREG d'avoir cet échelon, d'être capable en interne, d'avoir des gens qui comprennent ce que vous faites et de les rendre à des élus que l'on a, entre guillemets, éduqués, conscientisés, sensibilisés au sein de la commission locale de l'eau pendant 20 ans pour leur apprendre à se projeter sur le temps long. On a fait pareil avec les Girondins. La commission locale de l'eau a beaucoup axé le SAGE sur la sensibilisation, pour sensibiliser les gens à la ressource, leur apprendre. Mais ça prend du temps et ça prend surtout des supports de communication qui sont adaptés et des espèces de leviers entre la connaissance que vous produisez et le territoire et de manière vraiment très opérationnelle, comment on communique, comment on fait vraiment des partenariats pour fluidifier cet échange-là. Et du coup, nous, dans les enjeux qu'on a, on a vraiment cette prise en compte. Et enfin, je finirai sur une seule chose au sujet de l'agriculture. On parlait des besoins en eau. Ici en Gironde, identitairement, parce que c'est aussi nos paysages à l'échelle du territoire, évidemment, quand on vous parle de Bordeaux, généralement, vous pensez au vin et vous pensez à la vigne. Eh bien, actuellement, la vigne, c'est quelque chose qu'on arrache pour être remplacé, qui est même subventionné à l'arrachement. Donc, potentiellement, modifier un territoire. Mais quand on modifie des vignes et des cépages qui sont là depuis longtemps, on modifie aussi la capacité du sol pour la récupération, l'infiltration, le ruissellement. On modifie le paysage, on modifie un territoire, on modifie une identité, sans savoir ce qui va être non plus prélevé, prévu derrière. Et on voit des modifications structurantes. On a des très grands châteaux qui sont en train actuellement de modifier le cahier des charges des AOP pour pouvoir se mettre à irriguer. Alors qu'on est clairement, de tout ce qu'on évoque, plutôt à l'inverse. On devrait renforcer des choses peut-être différemment ou penser les choses différemment, surtout quand on sait que l'irrigation de la vigne ne permet pas la pérennité du pied en lui-même et donc re-questionne l'identité d'un territoire sur le temps long. Donc en fait, on finit un peu la boucle en se disant que nous, en tout cas en Gironde, sur la connaissance qu'on a de la ressource, on n'a plus que jamais besoin de se projeter de manière collective et consciente au vu de la ressource qui est disponible sur une ressource qui est essentielle, puisque je vous le disais, elle assure la quasi-intégralité de l'eau potable du territoire. Merci beaucoup Mélanie. Donc la mission de conclusion-réaction en 3 minutes pour Sandrine. Oui, mission impossible, mais en tout cas beaucoup de pistes qui ont été ouvertes et effectivement je vais commencer par 2-3 petits points pour montrer que on fait avancer la connaissance sur chacun de ces sujets. Vous preniez l'exemple de l'agriculture qui va devenir méditerranéenne. Il y a déjà en Gironde, à l'Aréole, exactement à Ayas, quelqu'un qui produit de l'huile d'olive, mais c'est 15 € le litre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une huile d'olive à 15 € le litre? Qui peut acheter ça et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça pose... Par cet exemple-là, je voulais montrer à quel point ça donne le vertige. Hein, ça pose les questions des filières, ça pose les questions des territoires. On parlait de la forêt, c'est pareil. Il y a dans le programme qui est en train d'être monté pour le PSGAR, programme scientifique de grande ambition régionale, des collègues qui vont réfléchir pour réutiliser le fameux drainage dans les parcelles forestières, pour dire peut-être qu'on pourrait regarder comment on pourrait amener de l'eau, parce que l'arbre, parce qu'on a on parlait des hommes, des poissons, des mais il y a l'arbre les arbres souffrent énormément, et on parlait du stockage et on pensait que les arbres seraient une solution, mais non, les arbres, les forêts périclites, etc., etc. Donc en fait, il faut pratiquement revoir tous nos sujets et tous nos repères habituels. Oui, comment on pourrait faire? Mais je pense qu'il faut tous s'y mettre. Tout à l'heure, je parlais d'interdisciplinarité. Là, on a parlé du rôle des élus, des populations. Effectivement, sans aller vers l'angoisse, parce que nous, on se rend compte que si on pose un peu trop les sujets forts, on retombe sur une angoisse qui fait que une anxiété. Bon,
reprend les mots qu'on veut, qui fait que les gens se ferment, se bloquent, ils disent ah non mais je veux pas en entendre parler, moi je continue as usual. Hein, et ça c'est éviter le blocage d'une société, éviter le blocage des mentalités pour aller, parce qu'il faut qu'on change énormément de choses et qu'on change énormément de paradigme. Donc là, je pense qu'il faut que je me taise parce que je vois que tu me fais signe. En tout cas, c'est sur une note positive que je voudrais terminer quand même en disant que toute la richesse de ce qu'on voit dans ces 3 journées montre bien que les sujets vont avancer progressivement et effectivement, il faut qu'on accélère aussi tous ces changements-là. Est-ce que la société est prête? Il faut qu'on l'accompagne. Mais nous, quand on est enseignant et qu'on voit les jeunes, on voit quand même qu'il y a des changements de génération en génération. Il faut rester positif, mais quand même l'enjeu est dur hein, à faire passer. C'est difficile en termes de communication. Il y aura une table ronde sur la communication. Je pense que c'est un vrai sujet aussi. Voilà. Ben merci beaucoup pour cet échange qui était très instructif.